Bienvenue à toutes et à tous dans cette édition d'information sur Eden Télévision. Dans l'actualité ce jour, la clôture de la 3e session du comité d'orientation du programme régional d'éducation pastorale en zone transfrontalière PrEP, c'était ce mercredi 25 juillet 2018 à Cotonou. À suivre également dans cette édition d'information un extrait des décisions du Conseil des ministres à l'issue du point de presse du ministre du Tourisme, de la Culture et des Sports ce mercredi 25 juillet à la présidence de la République. Et puis sur le continent africain, Kinshasa annonce la fin de la 9e épidémie de la maladie à virus Ebola sur le sol congolais. Les détails sont à suivre dans cette édition d'information. Merci à nouveau de préférer l'actualité sur Eden Télévision. Plusieurs décisions sont à retenir au terme du Conseil des ministres de ce 25 juillet 2018, notamment l'interdiction faite aux fonctionnaires et contractuels du secteur de la santé d'exercer en clientèle privée. Ils devront désormais faire un choix. Outre ce dossier, plusieurs autres questions ont meublé ce grand rendez-vous hebdomadaire du gouvernement. En voici un extrait avec le ministre Osald Omeki. Suspension de délivrance d'autorisation et révocation d'autorisation pour l'exercice en clientèle privée des professions médicales et paramédicales par un agent public fonctionnaire ou contractuel. La loi du 17 juin 1997 fixant les conditions de l'exercice en clientèle privée des professions médicales et paramédicales prévoit la possibilité d'autorisation d'exercice en clientèle privée pour les fonctionnaires de l'État. Mais le constat révèle que certains agents publics exercent en clientèle privée au mépris de la législation en vigueur. C'est notamment le cas des hospitaliers ou hospitalo-universitaires qui consacrent peu de temps aux patients des hôpitaux publics pour lesquels ils sont pourtant rémunérés. Cette situation génère de graves conséquences sur la qualité des soins dans les dits hôpitaux, obligeant les patients à recourir sous l'effet de la contrainte au service des mêmes praticiens indisponibles à l'hôpital, mais présents pour l'offre de soins en privé. Ce constat révèle que le service public médical, qui par principe est un service d'intérêt général, est transformé en un service marchand par des voies détournées. Dès lors, l'insuffisance parfois décriée des ressources humaines en santé apparaît en réalité fictive à maints égards. Soucieux de garantir les meilleurs soins aux populations et aux meilleures conditions, le gouvernement ne saurait rester indifférent à cette situation qui appelle des mesures urgentes et vigoureuses afin d'assurer une meilleure disponibilité des professionnels de la santé, agents publics dans les formations sanitaires publiques. Aussi, a-t-il décidé de suspendre la délivrance des autorisations et de révoquer celles en cours jusqu'à nouvel ordre. Les agents concernés ont jusqu'au 30 août 2018 pour choisir entre se consacrer à leurs activités dans le privé ou rester au service de l'État. En tout état de cause, la date du 1er septembre 2018 marquera le début des contrôles sur toute l'étendue du territoire national. Autre volet maintenant, je vous l'annonçais au sommaire, la 3e session du comité d'orientation du programme régional d'éducation pastorale en zone transfrontalière, PrEP, s'est déroulée du 23 au 25 juillet 2018 à Cotonou. Une rencontre sous-régionale dont le thème est, je cite, « Pérenniser les acquis PrEP pour les meilleures perspectives d'avenir de la jeunesse en milieu d'éleveurs pasteurs ». Fin de citation. Elle a rassemblé cette séance, bien évidemment, cette rencontre a rassemblé les ministres de l'Éducation des pays membres de l'Association pour la promotion de l'élevage dans le Sahel et les savanes APES et le ministre béninois de l'Agriculture et de l'Élevage. Une déclaration a sanctionné, bien évidemment, cette rencontre sous-régionale. Le Bénin se réjouit de l'honneur qui lui est fait d'accueillir la 3e session du comité d'orientation du programme régional d'éducation des populations pastorales en zone transfrontalière PrEP. Au-delà d'une marque de reconnaissance du combat qui est le nôtre sur le chemin des réformes orientées vers l'efficacité d'une éducation inclusive, c'est aussi l'expression d'un appel lancé à mon pays
pour le rôle de leadership qu'il doit jouer aux côtés des autres pays bénéficiaires du PREP. Cet appel, il est entendu au sommet de l'État, d'autant plus que le gouvernement du Bénin fait de ce qui se passe dans cette salle une de ses préoccupations majeures. Mais au-delà du gouvernement béninois, c'est la sous-région qui se sent concernée par l'objet de la présente rencontre. Si la question de l'élevage relève d'un enjeu de survie et de croissance économique pour nos pays, celle de l'avenir des jeunes pasteurs transhumants constitue bien entendu un défi pour lequel l'histoire nous demandera des comptes, assurément. Ministre en charge de l'éducation, de la formation professionnelle, de l'emploi, de l'agriculture et de l'élevage des pays du PREP. Remercions la coopération suisse et l'Association pour la promotion de l'élevage au Sahel et en savane pour leur appui aux États dans le domaine de l'éducation et de la formation professionnelle des populations pastorales, notamment les éleveurs transhumants. Demandons à la CEDEAO de coordonner l'harmonisation des programmes d'éducation-formation professionnelle en faveur de la jeunesse pastorale en zone transfrontalière. Nous engageons à 1. Prendre en compte la problématique de l'éducation-formation professionnelle des éleveurs transhumants dans les politiques nationales. 2. Désigner des points focaux PREP dans les ministères concernés pour la mise en œuvre et le suivi des recommandations. 3. Demandons aux collectivités territoriales d'intégrer dans leur nomenclature budgétaire la question d'éducation-formation professionnelle au profit des jeunes éleveurs et pasteurs. Fait à Cotonou le 25 juillet 2018. Et nous changeons encore de registre. Point de presse maintenant de ce mercredi 25 juillet 2018 de l'ex-procureur de la République près le tribunal de première instance de première classe de Cotonou. Objectif, faire le point de ses rencontres avec les élus locaux et communaux de la ville de Cotonou ainsi que les chefs services juridiques et ceux des risques des différentes banques du littoral. Fréjus Séoulan et Fréjus Fiossi ont assisté à ce point de presse du procureur de l'ex-procureur de la République et ils nous en font ici le point. Dans le cadre des activités du parquet de Cotonou, le procureur de la République, après le tribunal de première instance de première classe de Cotonou, a rencontré le 18 mai 2018 les élus locaux et communaux de la ville de Cotonou pour attirer leur attention sur la mission qu'ils ont accepté d'assumer en se faisant élire. Le constat fait par nos soins est que les pratiques et actes administratifs ainsi que la gestion des collectivités sont empreints par endroits de légèreté et de graves dysfonctionnements. Le parquet, dans son rôle pédagogique, a invité les élus locaux et communaux à accomplir dans les règles de l'art leurs obligations relatives à l'état civil, au foncier et à l'environnement. Le procureur de la République tient à leur rappeler que le Code des personnes et de la famille, le Code foncier et domanial et la loi cadre sur l'environnement doivent aussi régir leurs activités. Le 12 juin 2018, le parquet de Cotonou, avec à sa tête le procureur de la République, a rencontré les chefs services juridiques et ceux des risques des banques qui sont sur son territoire. En effet, plusieurs procédures actuellement en cours dans les tribunaux ont révélé des écarts de rigueur tant du point de vue déontologique que
des normes administratives devant régir les questions d'opération bancaire. À l'issue de cette rencontre, les responsables des banques ont été conviés à traiter avec professionnalisme les dossiers qui leur sont soumis. Le parquet de Cotonou sera regardant pour les comportements déviants qui entraînent le détournement de crédit ou autres actes bancaires. Le procureur de la République les invite à s'approprier la loi sur le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, la loi sur la corruption, le code du numérique et le code foncier et domanial. Restons toujours avec le désormais ancien procureur de la République près le tribunal de première instance de Cotonou qui a profité de l'occasion pour présenter ce mercredi aux médias le contenu de ses échanges avec les directeurs des sociétés d'assurance et leurs responsables en charge des risques. Monsieur Tobolon a également abordé Maître Boulon, a également profité pour aborder au cours de cette séance, de ce point de presse, et bien d'autres dossiers relatifs à l'occupation du domaine public. Je vous invite à suivre un extrait de ce point de presse. Des activités du parquet de Cotonou. Le procureur de la République, après le tribunal de première instance de première classe de Cotonou, a rencontré le 29 juin 2018 les directeurs des assurances et leurs responsables en charge des sinistres pour une séance de travail au parquet de Cotonou. Au regard des déviances observées dans la gestion de certains dossiers, le procureur de la République a instamment convié les assureurs à plus de diligence dans le traitement des dossiers de sinistres sous peine de poursuites judiciaires. Le 13 juillet 2018, les promoteurs des casinos exerçant sur le territoire de Cotonou ont échangé avec le procureur de la République. Ils ont aussi été invités à se conformer aux normes régissant leur secteur. Au cours de ces diverses rencontres, le parquet de Cotonou a invité ces acteurs suscités à s'approprier les textes communautaires, législatifs et réglementaires consacrant leurs activités, notamment la loi sur le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme. Par ailleurs, pour diminuer le taux des dossiers d'accidents sur son territoire, le parquet de Cotonou, après avoir rencontré tous les syndicats des conducteurs, a invité ceux-ci à sensibiliser les conducteurs de tout véhicule à dégager leur engin de la chaussée en cas de panne. À défaut pour tout contrevenant de respecter cette prescription, le commissaire service constat accident de la ville de Cotonou a été instruit pour prendre ses responsabilités en de pareilles situations. En outre, le parquet de Cotonou, après avoir invité à maintes reprises les promoteurs des sociétés de gardiennage, des débits de poissons, des hôtels et des centres de santé exerçant sur son territoire à se conformer aux tests, a initié des poursuites contre les acteurs ci-dessus cités exerçant sur le territoire de Cotonou en méconnaissance des normes législatives et réglementaires de leurs secteurs respectifs. C'est ainsi que le mardi 24 juillet 2018, 92 promoteurs de santé de centres de santé exerçant à Cotonou sans autorisation sont poursuivis par devant le juge des flagrants délits du tribunal de Cotonou. Il n'est pas inutile de rappeler aux habitants de Cotonou que des procédures sont initiées contre tous ceux qui occupent le domaine public naturel, comme les bas-fonds, pour éviter que le drame de la Côte d'Ivoire ne se répète dans la sous-région. Il en est de même pour ceux qui ont vendu ou acheté les réserves administratives en méconnaissance des règles régissant ces transactions. Enfin, pour permettre aux officiers de police judiciaire et à tous les agents de poursuite de mieux maîtriser la législation nationale
en matière de cybercriminalité et de cybersécurité, le parquet de Cotonou a édité un ouvrage intitulé « Un outil processuel dans l'univers du numérique » qui est déjà disponible. Un peu plus tôt, ce mardi, les députés ont examiné les questions de la levée de l'immunité parlementaire aux députés Idrissou Bako, Valentin Agossou Dianonté et Atao Taoufiki Henho. Suivons ici le point que nous font Amen Didier Rumpenoudji et Romaric Devoshi. Cette plénière prévue pour connaître du point à l'ordre du jour de la session extraordinaire, à savoir l'examen de la proposition de loi portant charte des partis politiques, s'est plutôt penchée sur le dossier de la demande de levée d'immunité parlementaire des députés Idrissou Bako, Valentin Agossou Dianontin et Atao Mohamed Renouho. Nous avons comme deuxième point à l'ordre du jour le rapport de la commission spéciale chargée de la levée d'immunité parlementaire présidée par le président Bian. C'est bien cela. Nous avons commencé par celui-là parce que notre règlement intérieur stipule que c'est des dossiers qu'il faut examiner par priorité et suivant les règles de la procédure d'urgence. Nous sommes d'accord. Donc venez s'il vous plaît prendre place avec votre rapporteur. Ainsi, la commission spéciale présidée par le député Robert Bian a présenté son rapport sur chacun des 3 députés et il ressort des conclusions de cette commission qu'elle n'a pas retrouvé de charges flagrantes de corruption, d'enrichissement illicite et autres contre les députés mis en index. Mais la recommandation de la commission s'est faite en 2 rapports, de rejet d'une part et d'acceptation de l'autre. Il revient ainsi donc à la plénière de faire son appréciation par un vote. Le garde des Sceaux, ministre de la Justice, présent à l'hémicycle, a aussi apporté son appréciation sur cette demande de levée d'immunité parlementaire. Il s'agit donc d'une demande formulée par une autre institution constitutionnelle bien séparée du gouvernement. Le gouvernement respectueux donc du principe de la séparation des pouvoirs entend voir l'Assemblée nationale jouer son rôle. Il faut dire que les députés mis en index ont pris la parole avant le vote pour se défendre et apporter leur éclairage sur les faits mis à leur charge. Juste après, le processus du vote au scrutin public adopté a démarré cas par cas pour les 3 dossiers de levée d'immunité parlementaire. Avec 59 voix pour, 18 contre, 1 abstention, les députés ont levé l'immunité parlementaire de leur collègue Idrissou Bako. Avec 58 voix pour, 18 contre, 0 abstention, ils ont levé l'immunité du député Valentin Agossou Dianontin. Et enfin, avec 60 voix pour, 17 contre et 1 abstention, l'immunité du député Mohamed Atao Renouho a été levée. Ainsi, par ce vote ce mardi à l'Assemblée nationale, les députés Valentin Agossou Dianontin, Idrissou Bako et Atao Mohamed Renouho sont désormais mis à la disposition de la Haute Cour de justice qui pourra enclencher la procédure de mise en accusation ou non. Cette fois-ci, bien loin de l'hémicycle, les propriétaires terriens de l'arrondissement central de la commune d'Abomey-Calavi peuvent désormais se réjouir pour mettre un terme à la mafia foncière dont sont victimes les populations. Le maire Georges Bada et le chef d'arrondissement Bernard Aronsou ont lancé officiellement les travaux de recasement ce mardi dans la cour de l'arrondissement central d'Abomey-Calavi. Le point nous est fait ici par Roland Tolinkès. Bien évidemment, il est accompagné de Denis Maroya. Le processus de recasement de la tranche 1 de l'arrondissement central de la commune d'Abomey-Calavi est lancé. Le maire Georges Bada et le chef d'arrondissement Bernard Aronsou, à travers cette opération, entendent mettre fin aux différentes mafias foncières dans les 20 quartiers de l'arrondissement central. Les travaux ont beaucoup évolué et c'est pourquoi nous avons décidé aujourd'hui, le maire a décidé de lancer le recasement dans toutes ces localités, que les travaux puissent évoluer dans la sérénité et que chaque propriétaire terrien puisse avoir son lopin de terre pour pouvoir construire
sa belle maison. Les travaux de lotissement ont été enclenchés par le cabinet d'Inandou il y a plusieurs années. C'est pourquoi, pour le représentant des chefs quartiers Nélo Prince Idoou, ce jour est un jour de bonheur. Nos mandants nous attendaient depuis. Ils sont prêts pour accompagner ceux que vous avez mandatés, qui sont les experts géomètres, afin que chacun de nous puisse disposer de sa terre qu'il a achetée depuis l'industrie. Le représentant des géomètres et le directeur de l'aménagement et de l'urbanisme de la commune ont par ailleurs rassuré les chefs quartiers sur la transparence des opérations et les ont exhortés à plus de collaboration pour la suite. Le maire Georges Bada souhaite qu'au thème des opérations, le blouson de lieu réputé pour la mafia foncière porté à sa commune soit enfin changé. Et cette mafia foncière, c'est vous, c'est moi, c'est tout le monde. Nous devons tourner la page. C'est important. Le développement de notre commune, de notre arrondissement, ne peut jamais se faire tant que chaque citoyen qui est présumé propriétaire ne finit pas par connaître ces 4 bornes. C'est aussi simple. Quant à nous, acteurs, parce que nous sommes des acteurs de cette chaîne, nous devons faire en sorte que notre population sente moins le poids des procédures. Les propriétaires terriens sont donc invités à aller déposer au niveau de l'arrondissement central leurs documents de propriété pour faciliter l'opération. De toute façon, l'engagement du maire Georges Bada est sans équivoque. Si quelqu'un fait ce qu'il ne doit pas faire ou fait ce qu'il doit faire pour que le lopin de terre qui appartient à Jacques se retrouve entre les mains de Pierre, il sera enfermé, il paiera. Et nous anticipons déjà sur la célébration de la Journée mondiale de lutte contre les hépatites. C'est bien sûr le 28 juillet de chaque année. Eh bien, en prélude à cette célébration, la Société béninoise d'hépato-gastro-entérologie, en collaboration avec le ministre de la Santé, a saisi encore une fois cette occasion pour organiser cette année plusieurs activités, dont le dépistage gratuit de cette affection pour les 1000 premières personnes qui se rendraient au jour J sur le site aménagé bien évidemment au stade général Mathieu Kéry-Coup de Cotonou. J'y arrive. Eh bien, institué en 2010 par l'Organisation mondiale de la santé, cette journée vise à faire mieux connaître les hépatites, leurs voies de transmission, les personnes exposées ainsi que les méthodes de prévention et de traitement. C'est justement ce que nous expliquent ici les docteurs Abdourahimi Bossou et Martin Sopon au micro de Antoinette Sagbo et Fiacre Voitan. Cette année, le thème choisi pour la journée mondiale de l'hépatite, c'est agir contre l'hépatite, dépister, traiter. Et ça vient à point parce que moins d'1% de la population du Bénin sait qu'elle est porteuse de l'hépatite. Et pourtant, la maladie est fréquente. L'hépatite B concerne 9,9% de la population béninoise et l'hépatite C, 4,12% de la population béninoise. Donc, c'est des maladies fréquentes chez nous. En effet, la maladie est souvent silencieuse. Quand on a les manifestations, c'est souvent déjà assez avancé. Et donc, la plupart des gens qui ont la maladie n'ont pas de manifestation et l'ignorent. D'où l'intérêt de se prêter au dépistage. Tout le monde devrait se faire dépister parce que nous sommes dans une zone de prévalence élevée pour la maladie. Et donc, faire le test, c'est une prise de sang qui va permettre de savoir si on a la maladie ou pas. Et si on l'a, on va pouvoir se prêter à une prise en charge parce qu'il existe des traitements contre ces affections dans notre pays actuellement. Il y a quand même des comportements ou des attitudes qui exposent à la contamination par rapport à ces virus. Donc, notamment, c'est ceux qui font les scarifications, c'est de pouvoir avoir des organes de scarification uniques et de prendre les précautions. Le mode de circoncision aussi chez nous, souvent les circoncisions traditionnelles faites à domicile, ça expose à l'infection. Le fait de ne pas partager des objets personnels, c'est-à-dire qui sont contaminés par le sang, les rasoirs ou les taillons, des choses comme ça, ça se transmet par la voie sanguine. Et
les comportements sexuels. Il ne faut pas augmenter le nombre de partenaires sexuels parce que le virus de l'hépatite B se transmet aussi par voie sexuelle. Avant d'aller au traitement, il y a un bilan pré-thérapeutique à faire. Et effectivement, le bilan pré-thérapeutique, c'est tout un ensemble de choses. On ne va pas les lister ici. On va demander si c'est positif chez un individu de prendre contact avec nous ou un médecin patho-gastroentérologue pour recevoir le bilan pré-thérapeutique. Ça, c'est tellement un coût. Mais ce que je veux dire, le traitement existe. Par rapport à l'hépatite B, les molécules sont disponibles à la pharmacie du CNHU. Ça coûte 5 000 francs la boîte. Il faut faire 1 mois de traitement. Il faut dire que pour l'hépatite B, le traitement est à vie. Donc, on n'arrête pas le traitement. Par contre, dans l'hépatite C, si vous n'êtes pas au stade de cirrhose, c'est 3 mois de traitement et vous avez la guérison à la clé. Mais les molécules de l'hépatite C ont aussi un coût. Ça varie, ça dépend des molécules. Mais quand quelqu'un est dépisté, soit pas positif au virus B ou C, c'est mieux de prendre contact avec le médecin spécialiste. On va orienter la personne par rapport à l'empreinte thérapeutique et la prise en charge correcte et adéquate. Hors du Bénin, l'opposant congolais Moïse Katumbi, en exil en Belgique, rentrera en République démocratique du Congo RDC les jours à venir afin de déposer sa candidature à la présidentielle. C'est du moins ce que réaffirment depuis Paris son avocat et son directeur de cabinet. Le dépôt des candidatures à l'élection présidentielle du 23 décembre en RDC s'ouvre mercredi et est possible et se poursuit bien évidemment jusqu'au 8 août. Restons encore une fois dans cette même nation, dans ce même pays si vous le voulez. Kinshasa annonce la fin de la 9e épidémie, je vous en parlais au sommet bien évidemment. Eh bien, Kinshasa annonce la fin de la 9e épidémie de la maladie à virus Ebola sur le sol congolais, pour laquelle le pire des scénarios a été évité grâce à une mobilisation rapide et au secours pour la première fois à un vaccin contre cette fièvre hémorragique. À la veille de cette cérémonie prévue avec l'Organisation mondiale de la santé OMS à Kinshasa, eh bien, le ministre de la Santé Oli Ilunga a annoncé la bonne nouvelle, la fin de cet épisode d'Ebola déclaré le 8 mai dans la région nord-ouest qui aura tué 33 personnes pour 54 cas au total. Suivez ici les précisions. Aussi, après une période d'observation de 42 jours, sans aucun nouveau cas confirmé enregistré, et conformément à la réglementation sanitaire internationale, je déclare à partir de ce jour, 24 juillet 2018, la fin de l'épidémie de la maladie à virus Ebola dans la province de l'Équateur en République démocratique du Congo. Au total, après vérification et consolidation des bases de données, la coordination nationale a comptabilisé 54 cas, dont 33 décès et 21 survivants, qui se sont regroupés au sein de l'Association nationale des vainqueurs d'Ebola. Et c'est ici que prend fin cette édition d'information. L'actualité se poursuit sur les différents réseaux sociaux de la télévision Eden TV, sur notre page Facebook, Twitter, mais aussi sur YouTube et notre site internet www.benin-eden.tv. Merci de votre attention renouvelée. Bonne journée.